Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors me revoilà pour le 168e CITREP. Nous sommes le 7 décembre. Il y a une date précise d'ailleurs, celle de l'attaque de Pearl Harbor. Donc les Américains fêtent ça. Mais bon, comme ils sont impliqués en Ukraine pour foutre la pagaille, je dirais qu'ils devraient être logiquement la mettre en sourdine de ce point de vue. Mais bon, Oui, mais c'est pas le genre de choses qui les étouffe. non. Bon, alors le site web sera assez long, je m'en excuse, mais il y a quand même beaucoup de choses à expliquer et à montrer. Maintenant, on est à 2 jours seulement de la réunion format Normandie à Paris. Oui. Et tu peux le dire tout de suite parce que tu as suffisamment d'informations pour en être certaine. Ça va rien donner. Ça aboutira à un soufflet. Un paix Voilà, de rien du lapin, tout. et puis pas plus. Enfin, je veux dire, le maximum, enfin, je veux dire que même Peskov a dit le maximum qu'on arrivera à obtenir, si ça marche, c'est la signature d'un accord non contraignant. Je veux dire, c'est quoi? C'est un accord non contraignant. C'est juste du blabla. On va faire une jolie Ah déclaration bah pour dire ouais, qu'on est d'accord pour faire ci, pour faire ça, mais en réalité, ça ne mènera strictement à rien. J'ai vu une vidéo de Zelensky sur un plateau télé en Ukraine, où il te raconte en ukrainien qu'en fait, ils n'ont pas signé la formule Steinmeier, mais le texte de la formule, ce qui n'est pas pareil. oh là là. Enfin, tu vois le truc, enfin, quand tu commences à voir des machins comme ça, là tu commences à te dire qu'effectivement c'est très mal barré. Bon, au niveau bombardement, on continue sur la tendance à la baisse au niveau des bombardements et des destructions, etc. Comme je l'ai dit, je pense que c'est une volonté de ne pas perdre la réunion au format Normandie. D'ailleurs, c'est ce Ouais. qu'a dit Zelensky dans une déclaration, en disant qu'en gros, à part son histoire de demander l'accès à la frontière avant les élections dans le Donbass, il va pas demander une grosse refonte des accords de Minsk, parce qu'il dit si je dis avant la réunion que je vais venir avec ça, en gros, on risque de voir la réunion être annulée, et ça, on peut pas se le permettre. Il te le dit presque ouvertement. Donc voilà, je pense que c'est assez clair de pourquoi on a une baisse des bombardements. Ah bah oui. Cela dit, même si c'est une baisse substantielle, il reste quand même comment je dirais, un bruit de fond. Enfin, moi j'appelle ça un bruit Ouais, de fond. un C'est bruit de fond, presque voilà, cynique, ouais. parce que il y a quand même des dégâts. Il y a quand même. C'est très très variable. On a eu un soir où on a entendu bombarder sur la périphérie de Donetsk assez lourdement, puis il y a des jours où c'est relativement calme. En tout cas, au total, du 30 novembre au 6 décembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 52 reprises, donc on continue à la baisse par rapport à la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 53 obus de mortier de 120 et 82 mm. Et les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 192, donc là aussi on continue vers la descente. Bon, par contre, durant les dernières 24 heures, on a eu quand même 10 violations et 118 munitions, donc ça c'est quand même pas mal, dont 9 obus de mortier. Donc je dis c'est très variable. Il y a des jours où on a 10 munitions, et puis là 118, quoi, tu vois, c'est le jour et la nuit. Bon, par contre, le bilan humain est pas terrible, puisque les tirs de cette semaine ont tué 4 soldats de la RPD, 2 habitations ont été endommagées, et une équipe de réparation s'est retrouvée prise sous les tirs à Zaïtsevo. Ouais, comme d'habitude, malgré les garanties de sécurité données par l'armée ukrainienne, tout ça. Bon, on continue cette semaine le brouillage des drones de l'OSCE par l'armée ukrainienne. Donc là, ils ont remis une petite couche un peu plus que la semaine passée. On montrera une petite carte. Bien sûr, le but c'est de les empêcher de faire leur travail, de voir les armes lourdes situées près de la ligne de front. Les observateurs ont dû d'ailleurs poser leurs drones pour ne pas les perdre. Je pense aussi qu'ils veulent cacher le fait que, là j'ai vu passer une vidéo, faut vérifier l'authenticité, etc., mais de quelqu'un qui dit avoir filmé ça à Dnipropetrovsk, où on voit tout un train bourré à ras la gueule de chars d'assaut qui a l'air de se diriger vers nous. Donc ça c'est pas bon. Oui, parce que même dans la formule Zelensky, enfin Kolomoïski, qui est Mm. le scénario chypriote, ils sont pas censés faire une invasion du Donbass. Voilà. À moins que cette lettre qui a été éventée publiquement soit, on dirait, soit le plan en question, c'est-à-dire l'épuration ethnique du Donbass. L'épuration ethnique du Donbass. S'ils essayent ça, de toute façon, ils vont se faire atomiser. Mais ouais, en tout cas, quand je vois des chars approcher, je trouve ça pas. Puis une Ah grande bah oui, quantité, vraiment. Vous avez toute une file de wagons couverts de chars. C'est quand même assez impressionnant. Donc ça, c'est quand même pas très très bon. non.
Donc voilà quoi. Puis il continue d'ailleurs aussi les tentatives d'infiltration de la ligne de contact pour mener des actes de sabotage reconnaissance, puisque là le 4 décembre on a eu le MGB, donc le MGB je rappelle c'est notre équivalent du FSB russe, hein, c'est service de sécurité, service secret, qui a annoncé lors d'une conférence de presse commune avec la milice populaire de la République que 2 officiers ukrainiens de l'unité Alpha du SBU étaient morts sur la ligne de front en tentant de franchir illégalement cette dernière. On montrera 2-3 petites photos des gugus, des pièces d'armement qui ont été montrées, etc. Donc ça a eu lieu le 30 novembre. Le 30 novembre, donc ils étaient 4 au total, et en fait il y en a deux colonels hein, quand même qui ont été tués, Denis Volotchaïev et Dmitri Kaplounov. Donc leur but c'était de capturer une des positions de la RPD. Et alors qu'ils étaient en train de s'infiltrer, ils se sont fait repérer. Et donc, ils ont tenté de se replier. Mais en se repliant, Kaplounov a déclenché soit une mine, soit un engin explosif. Et il est mort sur le coup. L'autre colonel, Volotchaïev, a alors essayé d'évacuer son corps. Mais lui, il a marché aussi sur une mine. Et il est mort sur le coup, lui aussi. C'est une Zabroski de luxe. Hein. Mais alors, pieds nickelés et compagnie. Hein. Franchement, Alors, le corps de Volotchaïev a été récupéré par l'armée ukrainienne, mais celui de Kaplounov a été abandonné sur place, et c'est la milice populaire de la RPD qui l'a récupéré, donc c'est pour ça qu'on a des photos, on a même une vidéo qui est dans l'article que je mettrai en lien. La République s'était déclarée le 4 décembre prête à remettre le corps à sa famille, puisqu'ils n'avaient toujours pas réclamé le corps. Bon, ça y est, ils l'ont fait. Ils l'ont demandé hier. C'est peut-être parce que vous en avez parlé, quoi. Ils voulaient pas avoir honte, alors ils se sont dit non, on va quand même le faire, parce que sinon on n'a pas envie, mais bon... Voilà. Donc le camion a passé la ligne de front aujourd'hui avec le corps. Donc on leur a remis le corps. Ça y est, ils sont enfin bougés pour le faire. Enfin bon, quand je vois qu'il a fallu que ce soit médiatisé pour que ce soit fait, je trouve quand même que c'est un comble. Parce que le plus beau, c'est que les 2 hommes ont été décorés à titre posthume du titre de héros de l'Ukraine. C'est intéressant la façon dont Kiev honore ces héros morts quand même. Hein. Je veux dire, l'autre, ils ont laissé le cadavre de l'autre côté pendant plusieurs jours. C'est sympa, quoi. Ouais, non seulement ça, mais ils honorent des gens qui étaient prêts apparemment à tuer un officiel hein, pour faire porter le chapeau à la RPD. Hein. C'est ça? Oui, c'est ça, parce que donc, le but c'était de capturer une des positions de la milice populaire, puis de mener depuis celle-ci en fait des tirs vers les positions de la 128e brigade des forces armées ukrainiennes, où devait justement se trouver un représentant du ministère de la Défense pour une mission d'inspection. Donc le but c'était de tuer ce représentant du ministère de la Défense ukrainien et bien sûr de faire porter le chapeau à la milice populaire de la RPD pour provoquer une escalade de la situation et accuser la République d'avoir violé les accords de Minsk juste avant donc la fameuse réunion au format Normandie. Donc, alors, attends, excuse-moi, c'est juste pour dire qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as des nouvelles de cet officiel-là? Parce que lui, il est passé pas loin de la mort. Hein. Lui, il est vivant, hein, puisqu'ils ont échoué. Hein, donc, est-ce qu'il est au courant qu'il était sur la liste des... maintenant, il doit l'être, vu qu'on a médiatisé le truc. Mais, enfin, ouais, il a dû se dire qu'il a eu chaud aux fesses, quand même. Hein. Il a eu chaud aux fesses, parce que bon, on montrera des photos. Hein, ils sont pas partis les mains vides, les mecs. Hein, je veux dire, ils avaient pas mal d'armes avec eux, des explosifs, beaucoup de trucs fabriqués aux États-Unis d'ailleurs. D'accord. C'est très intéressant. Hein, donc on montrera un petit peu les photos qui ont été de tout l'équipement qui a été montré lors de la conférence de presse. Il y a eu des photos extraites aussi du téléphone de Volotchaïev qui montrent différents membres de son équipe et le matériel. Et puis le fait que ce soit des officiers supérieurs qui aient été envoyés pour cette mission et que le quartier général d'opération des forces interarmées reconnaisse publiquement ces morts, ça indique que la mission de sabotage a été planifiée et organisée sous supervision et instruction directe du haut commandement ukrainien. C'est un plan qui a été conçu il y a déjà plusieurs mois en arrière par le lieutenant général du centre d'opération spéciale du SBU, Oustimenko, qui se serait rendu au Royaume-Uni pour coordonner tout ça. Le tout dans le dos de Zelensky, semble-t-il, et de Bakhanov, le chef du SBU. Ouais. Il aurait promis à un des colonels qui est mort une promotion s'il réussissait l'opération. Ah oui. Là, il a eu une promotion boîte en sapin. Costume, voilà, boîte en sapin, quoi, voilà. Donc, ça serait quand même bien qu'ils arrêtent les conneries, quand même. C'est quand même pas mal.
Et puis, forcément, si on parle de tout ce qui est accord de Minsk, donc là, je vais vous regrouper les informations que j'ai mises dans 2 articles cette semaine, parce qu'ils nous ont gâtés cette semaine au rayon conneries. Parce qu'à la veille de la réunion Format-Normandie, le sabotage systématique par Kiev des accords de Minsk continue, à coups de discours plus délirants les uns que les autres. Tout a commencé donc déjà la semaine dernière, enfin le week-end dernier, puisque donc le 30 novembre, on a eu le porte-parole de la Douma, Vyacheslav Volodine, qui a commenté le comportement de la délégation ukrainienne lors d'un forum de l'ONU concernant les minorités ethniques, où ils ont interrompu le discours d'un député, d'un représentant des Tatars de Crimée, Ruslan Balbek. Volodine leur a dit que le nationalisme et l'oppression des minorités ethniques peuvent conduire à la sécession d'un certain nombre de régions d'Ukraine, que ce serait bien que les autorités ukrainiennes le comprennent et que faudrait qu'ils arrêtent de violer les droits des minorités ethniques. Et puis il a recommandé de s'inspirer des bonnes pratiques de la Russie, qui, je le rappelle, en Crimée a instauré 3 langues nationales, ce qui n'était pas le cas avant, dont le tatar de Crimée. Et puis comme d'habitude, au lieu de réagir en mode intelligent, calme, posé, ils nous ont fait une réaction en mode hystéro-parano via Twitter. Donc c'est le vice-premier ministre pour l'intégration européenne et euro-atlantique de l'Ukraine, Mitro Kuleba, qui nous a pondu ça, qui a dit Volodine menace d'une sécession de régions hors d'Ukraine, je suis obligé de le contrarier, personne ne part. À la place, nous sommes prêts à accepter quelques régions russes pour restaurer la justice historique, la gouvernance démocratique et introduire les standards de vie européens. Prière de ne pas se pisser de rire dessus. Ah oui, mais ils osent tout, c'est ça. Ils osent tout, on montrera le petit screenshot du tweet. Donc il nous a fait ça avec une petite carte aussi de territoire qui était revendiquée par l'Ukraine au début du XXe siècle, mais qui n'ont jamais été à l'Ukraine. Voilà. Alors bon, on le voit dès le début, l'autre il prend ça en mode parano, je veux dire c'est du délire quoi. Le mec tu lui dirais non mais mets pas ta main sur la plaque de cuisson parce que tu vas te cramer, il va prendre ça pour une menace quoi, tu vois. Ça montre le niveau quand même de délire des autorités ukrainiennes post-Maïdan. Sur le fait que personne ne part, j'aimerais quand même rappeler à M. Kuleba que soit il a la mémoire d'un poisson rouge, soit il manque pas de culot. Je lui rappellerai quand même qu'en 2014, ils ont perdu la Crimée et une partie des oblasts de Donetsk et de Lugansk. Alors personne ne part. Voilà. Ils font fuir, forcément. Ils font fuir, voilà, oui. T'attires pas les mouches avec du vinaigre. Et puis, en plus, la suite est pareille, puisque il nous parle de justice historique. C'est pas parce que la fameuse République populaire d'Ukraine, qui est en réalité une république nationaliste, qui s'était formée après la révolution bolchevique, c'est pas parce qu'ils ont revendiqué des territoires qui appartenaient à l'Empire russe avant 1917 que l'Ukraine doit les obtenir au nom d'une justice historique imaginaire. Enfin, je veux dire, les gens qui habitent dans ces régions n'ont jamais demandé à faire partie de l'Ukraine, donc je vois pas en quoi ce serait historiquement juste. Déjà que l'URSS a obligé assez de régions à devoir faire partie de l'Ukraine alors qu'elles en avaient pas du tout envie et que ça fout le boxon maintenant en termes de minorité ethnique, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Voilà. Comme je dis, en plus, les Russes de ces territoires n'ont pas du tout envie, donc ce serait une violation du droit international sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui, puis on risquerait pas de les obliger à parler ukrainien. Mais non, ça c'est clair. Il y aura un point qu'a souligné Maria Zakharova dans sa réponse à Kuleba. Elle a rappelé quand même qu'une région russe, la Crimée, avait déjà fait partie de l'Ukraine, qu'elle n'avait pas vraiment aimé et qu'en 2014, elle avait voté pour se barrer. Ah bah oui. Voilà. Et puis alors là, on arrive sur les 2 derniers points qui étaient avancés par Kuleba pour justifier cette proposition d'annexion, qui était apporter la démocratie et les standards de vie européens à ces régions. Alors, ça aurait pu presque se retrouver pendant ce temps-là à Kiev. Oui, parce que là c'est ubuesque. Là c'est ubuesque. Stratosphérique de culot et... Là faut oser quand même. Là faut oser, parce que je rappelle qu'un pays quand même où les journalistes sont agressés, assassinés, mis en prison, menacés, où les médias sont privés de licence de diffusion parce qu'ils demandent à appliquer les accords de Minsk, où l'usage de la torture est systématique, qui est un véritable havre de paix pour les néo-nazis, les terroristes islamistes. Là, ils ont voté pour célébrer l'année prochaine les 120 ans de la naissance de Vladimir Kuibiovic, qui était, je rappelle, le fondateur de la division SS Galicie.
Oui. On montrera un petit screenshot du truc à la Rada. Ça a été voté une large majorité. Donc le parti de Zelensky a voté pour ça, quand même. Donc non, mais quand on vous dit que ces gens-là sont pas du tout en opposition avec les néo-nazis, il faut arrêter de croire qu'ils subissent des pressions de l'État profond ukrainien. Ils bossent avec l'État profond ukrainien. Voilà. Oui. De toute façon, Voilà. historiquement, la CIA avait déjà exfiltré un paquet de nazis. Oui, qui ont filmé au Canada et aux États-Unis. Donc déjà en 2000, ils avaient fait un timbre à l'effigie de ce mec-là pour les 100 ans de sa naissance, en Ukraine. On montrera aussi. Donc là, maintenant, on montrera un petit screenshot de la liste des gens dont il faut célébrer la naissance l'année prochaine. Voilà, vous verrez ce mec-là. Alors on vous le présente comme un géographe, etc. Oui, il l'était, mais il était aussi fondateur de la division SS Galicie. Ça, par contre, ça apparaît pas dans la liste. Voilà. Donc, moi, quand je vois ça, sans parler de la corruption et des fraudes électorales qu'on a pu voir au premier tour des présidentielles cette année, c'est ça qui s'appelle la gouvernance démocratique à la sauce ukrainienne. C'est très particulier quand même. Oui. J'ai pas la même définition. Pas la même. Et puis quant au standard de vie européen, alors là aussi il y a de quoi se pisser de rire dessus, parce que quand on voit le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat de l'Ukraine, celui de la Russie et celui de l'Union européenne, c'est... Non. Enfin, même en comptant tous les pays de l'Europe, c'est-à-dire même en élargissant le panel, tu vois, il n'y a que la Moldavie qui fait pire que l'Ukraine. La Moldavie. L'Ukraine est le deuxième pays le plus pauvre du continent européen. Et elle propose d'apporter les standards de vie européens à un pays, à savoir la Russie, qui est bien mieux classé qu'elle, qui a un PIB qui est le triple de celui de l'Ukraine. Quand un pays qui a un PIB presque équivalent au triple du tien, tu ne proposes pas à plusieurs de ces régions de lui apporter les standards de vie européens qui, en moyenne, ont 4 fois ton PIB. C'est-à-dire que même en faisant la moyenne entre les pays les plus pauvres et les plus riches de l'Union européenne, tu arrives à une moyenne de 4 fois le PIB de l'Ukraine. Voilà. Je veux dire, même au sein de l'UE, je crois qu'il y a que la Bulgarie et la Croatie qui ont des trucs, des PIB qui se rapprochent un peu de celui de l'Ukraine, mais même comme ça, les dernières. De toute façon, il n'y a aucun pays européen qui a un niveau de PIB équivalent à celui de Kiev. Et puis, après ce genre de délire, je me suis dit, ils vont mettre quand même un peu la pédale douce là, sur les conneries, parce que tout le monde s'est foutu de leur gueule. Oui, ça tu m'étonnes. Ils tendent le bâton. Ouais. Donc, non, Zelensky nous a servi la deuxième couche de délire lors d'une interview publiée dans le Spiegel. Ils n'ont pas honte au Spiegel quand même. Alors, il a fait 2 déclarations surtout importantes au cours de cette interview qui ont quand même fait pas mal de vagues. La première, donc il nous a sorti que justement il veut discuter lors de la réunion au format Normandie le contrôle de la frontière. Parce qu'il te dit que il n'est pas d'accord avec la manière dont ça a été décidé à Minsk, puisque normalement c'est les élections puis le contrôle de la frontière après, et que lui il dit que il voudrait que ce soit dans l'autre sens et qu'il veut discuter de ça lors de la réunion du 9 décembre. Sauf que c'est une réécriture complète des accords de Minsk et de la formule Steinmeier, parce que la formule Steinmeier précise l'ordre d'application et dit clairement que ça c'est le dernier point, non, vous pouvez oublier ça, c'est de toute façon, d'ailleurs c'est voulu, d'obtenir une réponse négative de la Russie et des 2 républiques populaires, parce que de toute façon ça sera un niet, pour des raisons évidentes de crainte d'épuration ethnique. Nos auditeurs sauront pourquoi, je veux dire, si vous avez écouté les sites précédents, vu ce qui a fuité dans la presse, etc., enfin je veux dire, non, ça n'arrivera pas. Cet échec est d'ailleurs ce que semble chercher Zelensky, tout en continuant à jouer son petit rôle de président qui veut la paix, tout au long du truc. Il prépare le terrain en présentant l'échec potentiel comme devant être porté en termes de responsabilité par la Russie, en disant les Ukrainiens veulent la fin de la guerre, mais nous verrons si la Russie la veut réellement, avec ce genre de truc. D'ailleurs le journaliste est tout à fait dans cette ligne-là, puisque à la fin il demande à Zelensky s'il a un plan B si la Russie bloque tout. Sauf que la Russie, c'est pas la Russie qui bloque, c'est l'Ukraine avec ses demandes délirantes. Je veux dire, la Russie n'a pas à dire oui pour prouver qu'elle veut la paix en acceptant des conditions qui pourraient mener à un nettoyage ethnique dans le Donbass. Enfin, je veux dire, à un moment, faut arrêter les bêtises. Là, faut arrêter vraiment les conneries. Et puis, vers la fin de l'interview aussi, il déclare qu'il ne croit pas à un sondage qui montre que la majorité des habitants de l'RPD et de l'RPL souhaitent vivre en Russie.
et finit par dire que ceux qui le souhaitent n'ont qu'à y partir. Bah, oui, Je vais vous bien sûr. citer textuellement ce qu'il raconte. Il dit je crois et je sais qu'il y a des gens là-bas qui sont en faveur de l'Ukraine, et puis il y a les perdus. Enfin, il y a ceux qui sont pour la Russie. Ceux qui sont pour la Russie peuvent partir. La Russie distribue actuellement des passeports russes illégalement. Chacun a le droit de choisir où il veut vivre. Mais sur le territoire de l'Ukraine, dire que je suis un citoyen russe et que c'est ma terre, je considère cela faux et injuste. Ce n'est pas possible. Ça, c'est ce qu'a dit Zelensky. Bon, déjà, le problème, c'est qu'il a complètement escamoté la question du sondage. C'est le fameux sondage dont on avait parlé. Fait par DNR Live. La question, c'était pas de savoir si les gens veulent vivre en Russie. La question, c'était de savoir si les gens voulaient que la République populaire de Donetsk et celle de Lugansk fassent partie de la Russie. C'est un petit peu différent. Hein. Enfin, oui. C'est un euphémisme quand je dis un petit peu. Hein. Ça change complètement le sens du truc, quand même. On parle de l'emplacement où doit se trouver le territoire. Tu vois, à quel pays le territoire doit appartenir. C'est pas seulement la population, on parle du territoire. Hein. Donc, bon, déjà, ça change complètement l'interprétation. Il n'a pas dit ça parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il s'en aille, quoi. Oui, ça s'appelle l'épuration ethnique, hein, pour ceux qui pensent que ça c'est acceptable de demander aux gens de se casser. C'est une épuration ethnique, c'est ce qui s'est passé dans la Krajina serbe. L'épuration ethnique, c'est un crime contre l'humanité, au même titre que le génocide. Voilà. D'ailleurs, je vous replace le truc. D'ailleurs, pour quelle raison une population qui vit de génération en génération sur cette terre depuis plusieurs centaines d'années devrait partir. Enfin, c'est délirant. Et je veux dire, en plus, quand il dit que les gens n'ont pas le droit de se sentir russes sur le territoire de l'Ukraine, je rappelle encore une fois que ces territoires ont été russes plus longtemps qu'ils n'ont été ukrainiens. Et que c'est pas parce que les soviétiques ont apposé la mention nationalité ukrainienne sur les passeports quand ils ont créé la République socialiste soviétique d'Ukraine et qu'ils ont transformé d'un coup de crayon magique des Russes en Ukrainiens, que ça change l'ethnie réelle des gens. Ces gens sont restés des Russes ethniquement, linguistiquement, culturellement, religieusement, etc., etc., etc. Et le fait que Zelensky leur dénie aux habitants du Donbass le droit d'affirmer leur culture, leur ethnie et leur langue, je pense pas que ce soit la meilleure façon de les convaincre que Kiev veut pas mener une épuration ethnique dans le Donbass. Et puis objectivement, je dirais, si on observe historiquement les richesses qui ont participé à la construction de l'Ukraine pendant qu'elle était dans l'Union soviétique déjà, on se rend compte que c'est la zone du Donbass qui rapportait le plus. Hein. Ah bah bien sûr, de toute façon, puis même après indépendance, post-effondrement de l'URSS, je veux dire, le Donbass contribuait pour une très grande proportion du PIB de l'Ukraine. C'était 15% du PIB, c'est énorme, enfin je veux dire, voilà. Forcément, ça a entraîné des réactions, hein, ces propos. Entre autres, Denis Pouchiline, qui a rappelé que les autorités ukrainiennes feraient bien de ne pas oublier dans quelles conditions ils ont dû signer les accords de Minsk. Ah oui. À savoir pour sauver le cul de leur armée, hein, enfin ce qu'il en restait. Et que, vu ces conditions dans lesquelles ils ont dû signer, en gros, personne ne leur a donné le droit de dicter leurs conditions et la séquence de mise en œuvre des accords, ni à l'époque, ni maintenant. Voilà. Et que donc, Kiev n'a pas à interpréter les accords de Minsk en fonction des souhaits d'un politicard. Hein. Il a vraiment utilisé un mot pour dire genre petit politicien de seconde zone, mais de les réaliser sans condition. Ça, c'est ce qu'a déclaré le chef de la République. On a eu une déclaration de la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, qui a rappelé qu'avant même de discuter d'élections, etc., le gouvernement ukrainien devait déjà faire toute une série de travaux conjoints avec les républiques pour en arriver là, entre autres la loi d'amnistie, le statut spécial du Donbass, la réforme constitutionnelle, et qu'en plus, demander la modification d'un accord qui a été validé par une résolution de l'ONU, non, ça va pas être possible. Non. Et puis quant aux appels de Zelensky, à ceux qui se sentent russes en leur disant cassez-vous, on a eu une réaction de Maria Zakharova de nouveau, donc porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui a dit ce ne sont pas les gens qui se sont perdus, c'est le gouvernement ukrainien qui s'est perdu, et ensuite il a perdu des gens. Ah oui. J'aime bien comment elle a tourné ça. Elle a dit ensuite, les chars envoyés par Kiev pour chercher, entre guillemets, les gens ne les trouveront pas. Garantissez aux habitants leurs droits et ils se retrouveront eux-mêmes. Soit dit en passant, les habitants du Donbass n'ont pas élu le président ukrainien en 2019 et n'ont donc pas à écouter ses conseils sur l'endroit où ils devraient aller. Certes. Ouais. Non, dans ta gueule, ça c'est fait. Sur ce
second point, on a une réaction d'Alexandre Kourenko, député du Conseil populaire de la RPD, qui a souligné que cette rhétorique de Zelensky confirme que le plan de génocide de la population du Donbass, c'est bien la stratégie des autorités ukrainiennes, avec différents scénarios allant du « cassez-vous, vous avez un mois pour vous barrer » jusqu'à l'élimination physique des personnes indésirables. Il a aussi rappelé le petit scandale autour de la fuite du plan de déportation de la population du Donbass. Et puis, on a continué dans les délires toute la semaine. Donc après ce premier truc, là, à 3 jours de la réunion qui doit avoir lieu, Zelensky a trouvé une nouvelle idée délirante pour saboter les accords de Minsk. Il veut proposer, toujours lors de cette réunion format Normandie, de créer une garde municipale composée à parts égales de membres de la garde nationale ukrainienne, de l'OSCE, de l'RPD et de l'RPL. Bravo. Ouais, donc il a fait ça lors d'une réunion avec des activistes du Maïdan. Donc il a déclaré que et que pour ceux qui viendraient, donc les membres venant de la RPD et de l'RPL, pour cette garde municipale, ça ne devait pas être des gens qui ont participé au conflit, donc des gens qui n'ont pas de sang sur les mains. Par contre, inclure des membres issus des bataillons néo-nazis, puisque je rappelle que le gros de la garde nationale ukrainienne, c'est ça, c'est Pravi Sector, c'est Azov. Oui. La clique Haïdar, qui eux ont fait couler le sang en premier. Je rappelle que c'est eux quand même qui ont débuté la guerre ici, qui ont tué, violé, torturé des civils dans le Donbass. Ça, par contre, ça gêne pas Zelensky. Ouais. C'est gravissime. Moi, quand j'ai des gens qui me disent ils plient sous les pressions de l'État profond, non, ils marchent main dans la main avec ces gens-là. Je veux dire, ça se voit. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter les conneries. Parce que là, à moins que le mec soit un con complet, quand même, il peut pas ignorer qu'une proposition pareille, ça va être niette, la réponse. Oui. Voilà. Et Paris-Berlin, bronche pas. Non, il n'y a jamais de réaction. C'est comme l'interview du Spiegel, ils n'ont même pas réagi aux conneries qu'il a racontées dedans. Je vous dis tout de suite, ni la Russie, ni les RPD, ni les RPL n'accepteront que des néo-nazis ukrainiens assurent la sécurité dans les rues du Donbass. Je veux dire, là, il faut arrêter les conneries. Surtout quand on voit que ces mêmes néo-nazis assassinent des gosses dans les rues de Kiev. Je vais revenir dessus après. Oui. C'est un petit point qu'a souligné Pouchiline, qui a recommandé à Zelensky de rétablir l'ordre dans son pays et de réfléchir à ce qu'il devrait faire avec les néo-nazis et les bataillons de terroristes. Il dit que les gardes municipaux, c'est surtout à Kiev qu'il faudrait les créer. Il a rappelé aussi que les unités de milices populaires, d'après le paquet de mesures, elles ne pourront être créées que par décision des conseils locaux du Donbass et qu'il est hors de question d'autoriser des membres de la garde nationale sur les terres des RPD ou de l'RPL. Qu'en plus, en RPD, les forces de l'ordre sont pleinement opérationnelles, que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont respectés et protégés, qu'on s'acquitte parfaitement de nos obligations de maintien de l'ordre, et qu'on n'a pas besoin des conseils d'un homme qui a des accointances avec ceux qui tirent sur des enfants dans le centre de sa capitale, et qui est responsable des activités effrénées de gangs incontrôlés et de groupes ultra-radicaux en Ukraine à une échelle sans précédent. Blanc dans ta gueule, ça c'est fait aussi. Le chef des RPD a conclu en appelant Zelensky à cesser ces verbiages inutiles qui ne servent qu'à remplir l'espace médiatique et à se mettre sérieusement au travail pour appliquer les accords de Minsk. En République populaire de Lugansk, on a eu aussi une petite réponse de la part de Rodion Mirochnik, qui est représentant de la République à Minsk, qui a souligné le caractère complètement inacceptable d'une telle proposition. Il a rappelé comme ça violait les accords de Minsk et qu'en plus l'OSCE n'a pas de policiers ou de soldats, c'est une mission purement civile. Donc on voit pas, c'est n'importe quoi. L'autre proposition délirante suivante est venue de l'assistant de Zelensky, Andrei Yermak, qui a déclaré que le président voulait promouvoir l'idée d'étendre ou de remplacer les représentants des deux républiques rien que ça. au groupe de contact pour les négociations à Minsk. Alors, il nous a sorti un truc, c'est de la folie. Il nous a sorti pour justifier ça qu'avant 6 millions de personnes vivaient dans les régions de Donetsk et Lugansk et qu'aujourd'hui il en reste 1,5 million et que les autres sont partis. Et que ces faits qui sont complètement faux, puisque je rappelle qu'il y a 2,3 millions de personnes en RPD, 1,5 en RPL,
hein, et que, contrairement à ce qu'il raconte, les autres ne sont pas tous partis en Ukraine, il y en a beaucoup qui sont partis en Russie. Hein. Donc pour lui, ces faits bidonnés justifieraient de changer les représentants des deux républiques pour refléter la position des personnes déplacées. Bon, déjà, c'est du délire complet, parce que les personnes déplacées qui sont partis côté ukrainien, ils sont pro-Kiev. Donc ils sont déjà représentés par les représentants ukrainiens. Donc, oui. Voilà, je veux dire, voilà. Hein. Donc ils veulent en fait des gens qui soient connus dans le Donbass, qui ont des biens immobiliers ou autres dans le Donbass, mais qui sont partis, quoi. Bon, clair, ils vont nous filer des oligarques comme Armetov ou je sais pas qui. Hein, voilà. Bon, ça c'est du délire complet aussi, hein, parce que bon, les représentants qu'on a à Minsk, qui sont issus des gouvernements légitimement élus des deux républiques populaires, hein, voilà, qui ont été élus par les habitants. C'est pas à Kiev de choisir qui on envoie pour négocier. Non, c'est clair. Hein. Bon, quand tu veux résoudre un conflit, tu choisis pas avec qui tu négocies avec la partie adverse qui est pas d'accord avec toi, tu choisis pas des envoyés qui te sont favorables. Je veux dire, ça marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, ou alors ils consomment des trucs vraiment très très costauds. Hein. Non, on va pas accepter d'avoir comme représentants les oligarques à la Armetov ou autres personnalités pro-Bandera qui n'ont jamais été désignées par la population qui sont censées représenter. Hein. Je veux dire, c'est du délire de niveau psychiatrique là quand même. Hein. Oui. Sous stupéfiant même. Hein. Ah oui, non, là, c'est... Non, quand tu lis ça, enfin bon, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Natalia Nikonorova, hein, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, en réponse à cette proposition complètement farfelue. Hein, elle a dit que les plans du gouvernement ukrainien visant à modifier la composition du groupe de contact trilatéral contredisent totalement l'essence même du processus de Minsk, qui vise à amener les parties opposées à la table des négociations pour résoudre le conflit. Elle dit si le gouvernement ukrainien choisit avec qui négocier, tout le processus perd son sens. Hein, Ça tombe sous le sens, oui. Voilà, hein, quand même. Non, mais on est obligé de le rappeler, semble-t-il. Hein, donc voilà. Donc elle a dit qu'il est clair que les autorités ukrainiennes ne veulent pas parvenir à un accord avec les représentants légitimes des républiques qui défendent les intérêts du peuple, mais qu'elles envisagent de choisir plutôt des têtes parlantes qui exprimeront un point de vue qui leur convient. Bon, elle a dit clairement, hein, ils peuvent oublier, ils n'arriveront pas à le faire, parce qu'elle a dit ni nous ni les médiateurs internationaux du processus de Minsk ne permettront la révision des accords approuvés par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle leur a dit aussi qu'au lieu d'inventer des nouveaux formats de négociation, peut-être de vouloir attirer de nouveaux participants, de remplacer ceux qui existent déjà, il ferait mieux de se mettre à respecter leurs engagements, à se mettre au boulot aussi. Hein. Elle fait comme Pouchiline, hein. Elle a raison. Je veux dire, comme elle l'a rappelé, elle dit les autorités de Kiev ont déclaré ouvertement qu'elles n'accorderont jamais aux républiques de statut spécial. Elles veulent essayer de le remplacer par une histoire de décentralisation bidon. Enfin bon. Elles essaient de faire croire que la constitution ukrainienne est en accord avec les accords de Minsk, alors que c'est pas le cas. Je veux dire, elle a rappelé quand même que le paquet de mesures prévoit des paramètres précis pour ce statut spécial qui concerne spécifiquement le Donbass, à savoir l'autodétermination linguistique, le pouvoir des autorités locales de nommer les représentants du bureau du procureur et les tribunaux, la possibilité de conclure des accords avec Kiev sur le développement économique, culturel et social, la possibilité d'avoir nos milices populaires, etc. Voilà, c'est justement ça qu'ils doivent prendre en compte pour cette réforme constitutionnelle pour consolider le statut spécial du Donbass, conformément au paragraphe numéro 11 du paquet de mesures. Or, le projet actuel ne contient pas et ne peut pas contenir de telles dispositions, puisqu'il essaie de faire passer une décentralisation destinée à l'ensemble du territoire de l'Ukraine. Donc, il suffit de prendre les gens pour des cons, quoi, tu vois. Et puis, elle expliquait aussi pourquoi Yermak insistait autant pour changer la composition du groupe de contact à Minsk. Elle dit c'est parce que nous, on exige que la partie ukrainienne dialogue directement en fait avec nous et non pas avec la Fédération de Russie qui, comme l'OSCE, n'est qu'un médiateur dans le processus de négociation. Voilà. Donc, comme elle le rappelle, les amendements à la Constitution ukrainienne doivent être discutés, convenus avec l'RPD et la RPL, ce qu'elle appelle les représentants détestés des républiques. Et elle dit ce n'est qu'ensuite que la réforme peut avoir lieu conformément aux exigences du paquet de mesures. Elle dit c'est pareil pour les élections locales que l'Ukraine veut organiser à l'automne 2020 en même temps que dans les autres régions, alors que selon la formule Steinmeier, qui a quand même été signée par Kuchma, les élections dans le Donbass seront extraordinaires et ne dépendent pas du cycle électoral ukrainien. Et il a dit, en gros, là, toutes ces actions à la con, la unilatérale de Kiev, n'ont fait que neutraliser les quelques petites avancées qu'on avait eues là ces derniers temps. Ah oui, c'est du sabotage complet. Hein. Ah, complet,
complet. Je te dis, ils ont fait juste ce qu'il fallait pour obtenir la réunion format Normandie, c'est tout. Les gens qui pensent que ça prouve que Zelensky veut appliquer les accords de Minsk, c'est de l'écran de fumée. Redescendez. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est que les Russes en soient toujours à envisager d'y participer, hein. Enfin en tout cas de vouloir y participer à cette réunion. Je pense que c'est pour montrer leur bonne volonté, pour montrer que c'est pas eux qui sabotent. Je pense que c'est ça l'idée. Hein. Oui. C'est aussi, je pense, l'idée des discours de Poutine qui te dit oui, je pense que Zelensky est honnête quand il dit qu'il veut la paix. Je pense que Poutine est très loin d'être un benet. Oui. Mais je pense qu'il veut montrer qu'il fait semblant de croire... aux intentions, la position, aux intentions de Zelensky, pour pas passer pour le méchant qui fait, qui dévoile, on va dire le truc du magicien, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est un peu ça. Bon, alors pour ceux qui se demandent pourquoi Kiev veut pas discuter avec les représentants de l'RPD et de l'RPL, c'est tout simplement parce que ça fait plus de 5 ans que Kiev nous raconte que nos représentants ce sont des terroristes, des collaborateurs de l'occupant et autres conneries du même tonneau, et que donc s'ils se mettaient à discuter directement avec eux, ça leur donnerait une légitimité et puis ça montrerait que cette propagande officielle depuis 5 ans c'est de la merde, tout simplement. Donc ils sont empêtrés dedans, ils peuvent plus en sortir. Oui. Voilà. Sans éviter justement à terme que tout le monde se rende compte de leur sale jeu. Et bien sûr, ils font que gagner du temps. Enfin, c'est vraiment que ça. Et puis si vous voulez d'autres preuves, hein, que entre ce qu'il raconte et ce qu'il veut réellement faire, il y a le jour et la nuit, hein, le père Zelensky. On a eu un des représentants ukrainiens à Minsk, Alexei Reznikov, qui a proposé de moderniser les accords de Minsk à l'issue de la réunion format Normandie. Donc je rappelle encore, chose impossible, puisque ça a été, je rappelle de nouveau, entériné par une résolution de l'ONU. Donc non, on n'y touchera pas. Il a aussi proposé de créer un 5e groupe de contact à Minsk pour discuter du contrôle de la frontière, ce qui est aussi complètement inutile, puisque, comme on l'a déjà dit, avant d'arriver à cette question, il faut régler déjà tout le reste. Et comme tout le reste n'avance pas d'un pouce depuis 5 ans, à quoi ça sert de créer un groupe de plus pour que ça soit aussi stérile que les autres? Ça n'a pas d'intérêt, c'est brasser du vent, c'est... Bon, je sais bien qu'en France on fait ça, de créer des commissions bidons et des machins, mais bon, c'est pas la peine de s'en inspirer quand même. Hein. Bon, c'est une méthode de sabotage qui n'est pas nouvelle. Hein. Nos auditeurs se rappelleront qu'à l'époque de Porky, c'était la même, hein, des propositions débiles sur propositions débiles sur propositions débiles, ce qui fait qu'on n'a jamais eu aucun progrès concernant le processus de paix. Et puis, si vous voulez une petite preuve encore ultime que le plan B, hein, le fameux scénario chypriote de Kolomoïski-Zelensky est bien en route, on regarde juste la suite des propos d'Andrei Yermak, qu'il a tenu au même moment que les précédents, parce qu'il a déclaré aussi que si la Russie n'acceptait pas un accord avec l'Ukraine pendant la réunion format Normandie, alors lui il prétend que c'est sur le cessez-le-feu complet et l'échange des prisonniers, mais en vrai ça va être sur les délires de changer l'ordre de récupération des contrôles de la frontière et autres conneries du même tonneau. Et en gros, si ça marche pas, alors Kiev construira un mur pour séparer l'RPD et l'RPL du reste de l'Ukraine et que, en gros, ils vivront avec un scénario de conflit gelé. C'est exactement ça le scénario chypriote. Hein. Le principe. C'est exactement ce que je vous dis. Hein. Et la préparation de l'opinion publique, y compris internationale, maintenant bat son plein. C'est-à-dire non seulement en interne, donc là on a eu Oleg Sentsov, là, le terroriste là, qui avait été échangé là, en septembre, qui te dit que faut couper le Donbass du reste de l'Ukraine parce qu'ils sont infectés par le virus pro-russe. Donc ça, c'est destination interne. Et là, on a un site américain, donc pas du tout pro-russe, et l'auteur lui-même, c'est un russophobe fini, c'est un descendant d'Ukrainiens pro-Bandera, réfugié, je crois, au Canada ou aux États-Unis, qui a pondu ce machin, donc pas un pro-Moscou. Hein. Et le mec te dit, faut abandonner le Donbass. Faut que l'Ukraine abandonne le Donbass, pareil, en disant que... comme ça, ça permettra en gros de ne plus avoir de 5e colonne russe au sein de l'Ukraine et que c'est grâce au fait qu'ils avaient perdu le Donbass que lors des élections de 2014 et de 2019, c'était les pro-Europe qui avaient pu être élus à la tête du pays. Tu vois le schmilblick. Ouais. Je vous montrerai un petit screenshot du titre, vous allez voir, c'est grandiose. Quoi. Donc là, ils sont en train de préparer l'opinion publique locale, donc en Ukraine, mais aussi maintenant à l'international, mais à plein régime. Ça y est, ils sont en train de bien préparer, de bien préparer l'opinion publique, hein, la fabrique du consentement, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc c'est ce que j'avais dit.
c'est ce que j'avais dit, hein. Voilà, donc Zelensky nous met en avant des demandes délirantes pour obtenir une réponse négative de la Russie et des républiques, et puis faire porter la responsabilité de l'échec des négociations de paix sur la Russie, et puis ensuite il va nous sortir son plan B de son chapeau, comme solution miracle, et puis le tour du scénario chypriote sera joué. Jusqu'ici, en tout cas, le scénario se déroule comme prévu. Il n'y a pas un pet de travers, le plan se déroule sans accroc. C'est bien, c'est magnifique.